Tu te poses des questions sur les métiers de la mode et tu cherches des renseignements pour tes études. Aujourd'hui, je vais te parler de mon parcours professionnel dans le milieu. C'est une question qui revient très souvent sur les réseaux sociaux car dans ma bio Instagram, c'est écrit métier de la mode. Mais c'est quoi les métiers de la mode? Je suis diplômée d'un CAP et d'un bac professionnel nommé métier de la mode. Je vous expliquerai en détail après ce que c'est. Il y a plusieurs métiers dans la mode regroupés en plusieurs secteurs. Il y a bien sûr le plus connu, la création avec le stylisme, le modélisme, le couturier, l'assistant, bon bref. Dans une entreprise, il y a la partie achat avec le chef de produit, les gestionnaires, il y a les fournisseurs aussi. Enfin bref, il y a vraiment plein de métiers à chaque fois dans un secteur. Toute la partie marketing qui s'est énormément développée sur le digital, donc la création des sites web, il faut gérer les réseaux sociaux. Il y a aussi photographe de mode, journaliste de mode. Dire je veux travailler dans la mode, c'est trop vaste. Il faut choisir son secteur. Je ferai par contre une deuxième vidéo où cette fois je répondrai à vos questions plus précisément vraiment parce que là je vais parler que de mon parcours parce que moi j'ai choisi un secteur. On se sent vite perdu dans tout ça et on ne sait pas en fait quel chemin prendre. Je commence dès le début où on est en troisième. Oui, je commence vraiment du début, là où c'est le plus compliqué de savoir qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. J'ai toujours été quelqu'un de manuel, j'adorais créer, j'adorais dessiner. Je me suis mise à faire de la couture à l'âge de 14 ans. Je prenais des vêtements et je fabriquais des peluches où je customisais mes vêtements, coupais une manche, rajoutais des perles, des trucs comme ça. Je commence à faire mes recherches et je me dis pourquoi pas aller vers le milieu de la mode. Je commence à chercher dans ce secteur-là, donc dans la création, et je tombe sur différentes formations. Je vois la formation bac, métier de la mode, et je vois la formation CAP, métier de la mode. Dans ma tête, je me dis, je n'ai jamais touché à une machine à coudre, je ne sais pas du tout comment ça va se passer et si je vais vraiment aimer. J'avais un peu peur de ça, de me lancer dans quelque chose qu'autant ça allait pas me plaire, et 2 ans en CAP, ça me paraissait mieux. Je me suis dit, si ça me plaît pas, bon, je peux partir et essayer de faire autre chose. Donc j'ai préféré commencer le CAP. J'ai fait mon CAP dans un lycée professionnel public en internat pendant 2 ans. On fait 100% de la couture dans le CAP, on apprend de A à Z à faire un vêtement et différents vêtements. Moi j'ai fait le CAP couture floue. Couture floue c'est quoi? À chaque fois on se dit c'est quoi ça couture floue? Il y a le CAP tailleur et le CAP couture floue. Flou, ça va être tout ce qui est t-shirt, robe, tout ce qu'il n'y a pas vraiment de structure au niveau de la forme. Je pense que c'est vraiment ces 2 années qui m'ont appris le plus au niveau de la fabrication. On vous apprend à faire du patronage sur papier, on vous apprend à lire les croquis, on vous apprend toutes les techniques de montage, on vous apprend vraiment à faire plein de styles de vêtements. J'ai fait des vestes, j'ai fait des hauts, j'ai fait des doudounes, j'ai fait sacs aussi, plein de choses comme ça et je pense que cette formation elle est vraiment complète pour vraiment maîtriser à 100% la machine à coudre. Par contre, je tiens à préciser, ce diplôme permet d'être simplement couturier ou patronnier. Vous ne pourrez pas faire autre chose que ça avec ce diplôme, il faudra vraiment avoir un diplôme au-dessus pour viser au-dessus. Bref, vous connaissez le principe. Pendant la formation, vous n'avez que 2 heures d'art appliqué, ce n'est pas énorme et ça permet juste de toucher un peu à la création de dessins. Des fois en fait vous aurez un modèle prédéfini et à vous après de le modifier un peu au niveau de la couleur. Petit détail, vous allez pouvoir le modifier. Ne pensez pas que vous allez faire du stylisme. Pas du tout. J'arrive à la fin de mon CAP que j'obtiens et maintenant la question c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Ça m'a permis de connaître un peu plus le milieu, le métier et pour savoir tout ce qu'il y avait comme ouverture dans ce secteur-là. J'ai découvert le métier de modéliste entre autres pendant un stage que j'ai fait dans une entreprise où il y avait vraiment styliste, modéliste, assistant. Et je me suis dit, c'est trop bien ce qu'elle fait, il faut que je fasse ça. Je lui ai demandé son parcours, elle m'a dit qu'elle avait fait un bac et après elle avait fait un BTS. Ensuite pour le secteur création, il y a la partie prêt-à-porter et la partie luxe. Moi j'ai choisi la partie prêt-à-porter car j'ai toujours voulu faire des vêtements accessibles à tout le monde. Mon objectif après le CAP, c'est de devenir modéliste en prêt-à-porter. Le styliste va vous donner un dessin avec une idée, une couleur, une matière qui pense que ça serait bien, une forme, etc. Et vous allez devoir le réaliser en vrai. C'est ce qu'on appelle un prototype, que ça soit vêtements ou accessoires. J'ai jamais visé à être styliste et j'ai toujours voulu rester réaliste dans mes projets, donc modéliste pour moi c'était amplement suffisant et j'aurais été très très bien. Un petit détail aussi à préciser qui n'est pas forcément joyeux, mais mes professeurs ne m'ont jamais soutenue dans tout ce que je voulais réaliser. Donc en CAP, on m'avait sorti « Bérénice, tu n'y arriveras pas, allez en bac ».
Qui arrive à aller en bac? C'est moi. Je réussis à aller dans un bac professionnel en école publique toujours et en internat pendant 2 ans. Donc comme j'ai validé mon CAP, j'ai fait une passerelle. Donc une passerelle, ça veut dire que le bac c'est en 3 ans et moi je n'ai fait que 2 ans de bac comme j'avais déjà validé 2 années. Le bac professionnel métier de la mode sur papier permet d'être assistant modéliste sur papier. Je me suis rendu compte et que j'avais bien fait d'aller en CAP parce que la plupart des élèves ne savaient pas coudre. C'était hallucinant de voir comme ils galéraient à la machine à coudre. Il y a beaucoup plus de cours en informatique, en aussi textile, on vous explique un peu les différentes matières, comment on la fabrique. Il y a un peu de gestion aussi. Si vous choisissez le bac, vous allez vraiment faire la conception d'un vêtement, comprendre en entreprise comment produire aussi le textile, du patronage sur ordinateur, mais vous n'allez pas faire de marketing, vous n'allez pas faire de commercial. Vraiment, ne vous trompez pas si on vous dit ça, n'y allez pas. Vraiment, ce sera beaucoup plus tard le stylisme si vous passez par le bac pro métier de la mode. J'ai fait mon bac dans un lycée à Grenoble que je ne vous conseille pas du tout, donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce lycée. J'ai vraiment pas d'école à vous conseiller pour le coup. J'ai eu mon bac à un âge où j'avais 17-18 ans. J'ai toujours l'idée d'être modéliste en prêt-à-porter. Et malheureusement, n'ayant pas d'expérience et j'avais juste mes stages que j'avais eu pendant mes formations, ce n'était clairement pas suffisant. Je me dis je vais faire une année sabbatique et j'ai commencé à faire des petits tafs donc d'étudiant. J'ai travaillé dans les champs où je ramassais les tomates, j'ai fait vendeuse aussi chez Kiabi, plein de petits tafs qui n'ont rien à voir avec la couture. J'ai essayé de trouver un emploi dans une entreprise mais j'ai eu tellement de refus que j'ai compris qu'en fait avec juste mon CAP et mon bac, je ne pouvais pas devenir assistant, modéliste ou même modéliste, là c'était carrément pas possible. Donc on vous dit qu'avec le bac on peut être modéliste mais pas du tout, il faut le BTS. Je décide donc de postuler au BTS alternance à Lyon. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'entreprise dans le secteur ou dans tout cas ce que je voulais faire parce que je n'avais pas envie d'être dans une entreprise qui n'avait rien à voir. Je voulais vraiment pouvoir apprendre parce que je m'étais rendu compte que j'avais plus appris pendant mes stages en entreprise. Ça fait un coup au moral vraiment de ne pas pouvoir accéder au BTS alternance. Je n'avais pas envie en fait de faire un BTS classique parce que je trouvais que je perdais un peu mon temps et en plus après c'était trop tard au niveau des vœux. Vous expliquer en plus j'ai arrêté après mon bac les études je pense bien pendant 1 an voire 2. Du coup je n'avais plus la possibilité d'accéder aux vœux, c'était à moi de faire les démarches. Alors en alternance on peut aller dans l'école et poser un dossier mais là après c'était trop compliqué pour un BTS classique. En plus financièrement mes parents c'était eux qui payaient tout ce qui était internat, je n'ai jamais pu aller en privé mais au moins ils me payaient l'internat pour aller dans ces écoles et financièrement c'était trop compliqué pour eux et ainsi que pour moi. Je commence à nouveau à chercher un emploi mais cette fois-ci je m'étais donné l'objectif de ne pas retourner dans les champs ou en tant que vendeuse. Je voulais faire au moins un métier de couturière. Moi j'étais derrière une machine à coudre ou au moins je touchais le milieu de la mode. Je décide de postuler pour une entreprise de maroquinerie sur Romans, il y en a énormément. Sur l'annonce, c'est juste écrit fabrication de sacs. Et là, ils m'appellent, ils disent qu'ils sont intéressés par moi et je vais à un entretien. Quand je rentre dans la salle avec tous les salariés qui travaillaient, je vois qu'ils sont en train de fabriquer des sacs Hermès. Oui, des sacs Hermès. Donc là, je commence à me dire, ah ouais, ok, c'est quand même une entreprise. C'est pas n'importe quoi. Je sais que sur Romans, il y a l'entreprise Louis Vuitton, mais généralement, je crois que c'est écrit quand ils recrutent. Je rentre donc dans cette entreprise pendant plus d'1 an, qui est un sous-traitant de chez Hermès. Donc voilà le commencement d'une nouvelle vie où je prends mon indépendance, appartement, voiture, commencer à travailler. Et là, je commence à me dire que bon, peut-être que ça va être cette fois la bonne. Je commence une formation chez Hermès, donc bien sûr il m'explique vraiment toutes les étapes de fabrication pour un sac. Il y a vraiment énormément d'étapes, je pense que vous vous rendez pas compte, mais même moi je ne savais pas qu'il y avait tout ça à faire. Et avec mon CAP et un bac, je me dis je vais pouvoir coudre les sacs, donc être derrière la machine à coudre. Pas du tout, ils m'ont pas du tout mis derrière la machine à coudre, ils m'ont mis dans un truc, ça avait rien à voir avec ce que je faisais dans la couture. Donc je me retrouve en fait à teindre des sacs, à faire des poignées. Je ne sais même pas comment vous expliquer simplement ce que je faisais, mais en gros le cuir ça se prépare avant de le coudre et j'avais plein de petites étapes à faire, dont du collage, dont de la teinture, dont du ponçage de cuir, vraiment plein d'étapes, mais pas de la couture. Est-ce que Bérénice est frustrée? Totalement. Quand je suis rentrée dans l'entreprise, j'avais 20-21 ans. À cet âge-là, on a vraiment envie d'aller
voir plus loin. Je me suis retrouvée avec beaucoup de femmes qui avaient entre 32 et plus. Donc j'étais la plus jeune, la plus petite. C'est super bien avec elles, elles étaient adorables. Mais j'avais toujours cette frustration de me dire, je me sens pas à ma place. Je disais que j'avais envie d'évoluer peut-être dans l'entreprise. Et à force que je le répète et tout, ils m'ont mis en contrôle qualité. Le contrôle qualité, c'est quoi? Donc moi, je faisais le contrôle avant la production et parfois après, ça dépendait. Donc avant de fabriquer les sacs, on me donne les pièces de cuir qui sont coupées de la forme du sac et je devais vérifier donc si tout était conforme à un classeur en fait que j'avais de Hermès qui explique donc le cuir doit être comme ceci. Vraiment en fait le cuir, il y a un grain à respecter pour le sac Hermès. Une peau n'est pas forcément parfaite, il y avait parfois des cicatrices, il y a peut-être des fois des marquages car ça reste de la peau d'animaux. Donc je devais vérifier si c'était conforme à ce que Hermès voulait. Parfois pendant la découpe il peut y avoir des problèmes, ça reste des machines. Donc il faut voir si toutes les découpes, si tout le cuir est bien conforme. Alors moi j'avais du cuir grainé, ça m'arrivait d'avoir du cuir lisse aussi. Moi je disais si ça part en production ou ça ne part pas. Et parfois ça m'arrivait que pendant la production, si une personne avait fait une connerie, ça arrive, et moi ça m'est arrivé de niquer des sacs à 6 000 €. Oui, j'ai abîmé des sacs à 6 000 €. Je vous avoue que on se fait très petit après dans l'entreprise. On essaye de les rattraper, on essaye de voir si ça passe. Des choses, des fois j'hallucinais qu'on pouvait pas valider, mais que moi j'aurais carrément pas capté. Intéressant, vraiment j'ai appris beaucoup par rapport à ça. Vraiment, moi je vois maintenant des sacs, j'ai hyper l'œil. En fait on t'apprend à avoir un œil très sévère. Vraiment il faut être très sélectif pour les sacs Hermès. Et c'est ce que j'ai adoré, c'est le point positif chez Hermès, c'est que j'ai vraiment appris la haute qualité, vraiment apprendre ce que c'est la fabrication française et toutes les étapes et tout l'effort que des personnes font pour un sac. J'avais des prototypes aussi de défilés pour hommes et pour femmes. Dès qu'on avait une nouvelle pièce et tout, ils nous réunissaient tous et ils nous montraient le nouveau sac Hermès qui allait sortir ou qui allait être dans le défilé, où on était tous waouh c'est trop beau et tout. Donc on va dire tout ça c'était hyper positif et tout, parce que voilà, ça reste Hermès, ça reste un savoir-faire. Côté négatif en fait de ça, c'est au niveau des horaires. Donc on commençait à 7h, à 7h j'avais le cul sur une chaise et je travaillais. Et on finissait à 15h30, on avait une pause de 1 heure je crois. Quand j'étais au contrôle qualité, j'étais très fatiguée au niveau de la vue, je suis assez sensible au niveau de ça. J'avais des néons blancs au niveau de ma tête là, et du coup on a les yeux comme ça, enfin en fait on doit repérer vraiment des toutes petites choses. J'avais des grosses chaussures de protection, je sais pas si vous connaissez ces chaussures qui sont coquées, qui ne sont pas du tout agréables à porter, très minutieux, il faut pas se louper. J'utilisais aussi des fers chauffants que je me suis cramée avec. J'avais des cicatrices là, mais bon bref. Il faut être hyper vigilant dans tout ce qu'on fait, il faut être concentré en fait tout le temps. En fait ce que je pense aussi qui est fatigant, c'est la concentration vraiment qui doit être importante. Et comme je vous ai dit, c'est des sacs à 6 000 voire plus. Donc vous n'avez pas intérêt de vous louper. D'heures supplémentaires de nos 35 heures, car pendant les périodes fortes dont Noël, dont la Saint-Valentin, des fois il y avait du retard ou il y avait une forte demande de sacs, donc on nous demandait de faire des heures supplémentaires. Ça fait très très mal quand on nous rajoute ne serait-ce 1 heure de plus par jour. Je vous dis, c'était compliqué, et pour toutes. Voilà, en fait pendant 1 an je faisais travail, dodo, je rentrais chez moi, je ne faisais rien, je ne sortais pas, j'étais épuisée par le taf. Donc plein de petites choses en fait qui se sont accumulées et qui étaient en plus de la frustration très fatigant pour moi. Et à 21 ans franchement je n'avais plus envie de ça. Donc là j'ai dit stop. Au moment où ils ont voulu renouveler mon CDD, je décide du coup de reprendre mes études après quand même plusieurs années avec cette coupure. C'est très compliqué comme je vous ai dit de reprendre ses études. Déjà personnellement parce que avec le travail, ça veut dire qu'on a un salaire, on a cette indépendance qu'on commence à avoir, et de redevenir étudiant, que tout le monde sait que d'être étudiant c'est très compliqué, surtout financièrement, on a très peu d'aide, on est très peu soutenu. Donc j'avais cette crainte de reprendre mes études par rapport à ça. Si je le fais pas, si je n'essaye pas d'avoir ce BTS, je n'arriverai jamais à devenir modéliste et je n'y arriverai pas. Donc je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que je le fasse. Si j'essaye pas, je vais regretter.
J'ai donc cherché dans 2 formations, le BTS métier de la mode qui est la continuité et le BTS design de mode vêtements. J'ai directement accepté un BTS métier de la mode à Avignon et en fait je n'ai pas cherché à plus comprendre, je me suis dit je suis acceptée, je vais y aller. Malheureusement je me suis totalement trompée en acceptant BTS métier de la mode et franchement je pense que j'avais surtout peur de ne pas pouvoir avoir ma place, mais je me suis retrouvée à faire exactement la même chose que je faisais en bac. L'impression du coup de revenir en arrière, je n'apprends pas de nouvelles choses. Il y a énormément de personnes du coup qui se désinscrivent de la formation parce que hormis déjà ça leur plaît pas, ça se passait pas bien avec les professeurs, entre élèves c'était pas forcément la joie non plus. Toutes mes formations, je les ai fait en public, donc vraiment, si j'avais eu l'argent, je serais allée en privé. Si vous pouvez aller en privé, faites-le. Niveau du matériel, de la qualité, des professeurs qui seront beaucoup plus compétents, vous aurez vraiment accès aussi à des stages beaucoup plus facilement parce que la plupart des écoles privées ont des contacts avec des entreprises. Donc vraiment, je vous conseille totalement d'aller en privé. Si vous pouvez aller sur Paris, faites-le. Je m'étais rendu compte qu'il fallait être vraiment dans des grandes villes pour pouvoir faire ce que je veux, donc en tant que modéliste. Même si à l'école ça se passait pas très bien, j'étais contente parce que j'avais trouvé des contacts donc sur Paris. J'avais un contact chez Paco Rabanne, j'étais plus que ravie, ils avaient envie de me prendre et tout en stage pendant je crois bien 1 mois. Malheureusement comme mon école est publique, je n'ai pas pu y aller parce que au niveau des calendriers ça ne correspondait pas. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point j'adore cette marque. Bref, je n'ai pas pu y aller, j'étais dégoûtée. Et là qui débarque, oui, qui débarque, le Covid. Super. Donc les stages annulés à Paris et je me dis bon, je vais pouvoir continuer ma formation de chez moi. Comme ça financièrement aussi, bon ça je rentre pas dans les détails, je ne travaille plus, je n'avais pas le temps de travailler en fait à côté. J'avais que des aides au niveau des bourses et tout. Et j'avais un peu d'argent aussi de côté. Je me retrouve face à cette formation qui ne m'apporte rien de plus à part normalement ce diplôme, mais il y a beaucoup trop de tension avec les professeurs, donc je décide d'arrêter. Et sans aucun regret, je décide d'arrêter le BTS qui était mon rêve. Je vous avoue que Covid, arrêter mes études forcées à cause de mauvaises ententes avec les professeurs, un très gros coup de massue sur moi. Parce que comme je vous ai dit depuis le début, je suis très déterminée à vivre de ma passion. Je me suis vraiment retrouvée dans une situation où ce n'était plus vivable pour moi de rentrer de l'école en pleurant, de faire des crises d'angoisse et de voir pas que moi évidemment mais plein d'élèves de ma classe où ça ne se passait pas bien. Alors la question était c'est est-ce que je change d'école ou est-ce que j'arrête totalement la formation? Alors ça a été vraiment un questionnement très très long pour moi. Pendant tout ça, là, je ne vous parle que de la formation, je ne vous parle que de cours, je ne vous parle que de travail. J'utilise quelque chose que j'adore depuis des années maintenant, c'est Instagram. Mon échappatoire pendant tous ces moments en fait de travail, d'études où je n'étais pas forcément bien, où je me suis retrouvée seule, les réseaux sociaux ont été là. J'utilisais déjà Instagram quand j'étais en CAP, donc mon CAP date de 2015, donc bon voilà, vous imaginez très bien que je suis sur les réseaux depuis un bon moment. Et de pouvoir suivre des personnes qui partagent la même vision des choses que moi au niveau de la mode, ça me faisait du bien. Et pendant le BTS, je me suis beaucoup plus investie sur les réseaux sociaux parce que j'en avais besoin, j'en ressentais vraiment le besoin parce que comme je vous ai dit, j'avais toujours cette frustration de ne pas pouvoir faire ce que je veux dans la mode et qu'on me donnait pas en plus l'opportunité parce que comme au tout début je vous ai dit avec mon bac on me fermait énormément les portes, les entreprises ne voulaient pas de moi du fait que je n'avais pas de BTS. J'ai commencé à me mettre beaucoup plus sur Instagram parce que en fait avant je me donnais pas l'autorisation de le faire. Pourquoi? Parce que pour moi il y avait déjà plein de nanas super qui faisaient du très bon contenu sur les réseaux et je me sentais pas forcément je vais pas me dire à ma place, mais me dire pourquoi rajouter quelqu'un en plus qui va parler de la mode alors qu'il y a déjà des personnes qui le font si bien, même si c'est pas exactement la même chose que je vais proposer, mais voilà, je me dis non. Et cette cassure en fait du BTS, je me suis dit non, en fait, je veux faire de la mode, je veux faire de la couture. J'ai besoin de partager ça, de partager mon savoir parce que aucune entreprise ne voulait de mon savoir, en tout cas de création.
parce que ça faisait des années que je faisais de la couture, mais je n'avais jamais eu le temps en fait de coudre pour moi parce que toujours pris par le travail, toujours pris par les études. Mon réseau social principal c'est Instagram, donc je commence à faire des photos parce que aussi j'aime bien la photo. De ce que j'aime de la mode, c'est créer, mais j'adore aussi les magazines de mode. J'aime le travail de la photo, de l'esthétisme. Je commence en fait à me prendre en photo, aussi des créations. Je m'étais lancé le défi de reproduire le Chiquito citron qui n'était pas commercialisé et qui n'a jamais été commercialisé. Grâce à ce sac, j'ai pu me faire connaître un petit peu sur les réseaux sociaux. Surtout pendant le Covid, il y avait énormément de personnes sur leur téléphone, donc voilà, ça avait un peu plus eu d'engouement. J'avais même Jacques Mies qui avait liké ma photo, donc j'étais plus que ravie. Je continue tout ça, je fais de la couture, j'essaye un peu de m'évader dans tout ce qui est la couture et de souffler un peu par rapport à ce BTS qui a été quand même un très gros poids pour moi, même si à la base c'était mon objectif. Et quand même j'avais toujours en tête de me dire, Bérénice, qu'est-ce que tu vas devenir ? Et un jour, je suis sur Instagram et je reçois un message d'une personne disant qu'elle adore ce que je fais sur les réseaux sociaux. Elle aimerait beaucoup m'intégrer dans une agence d'influenceurs. L'agence d'influenceurs, c'est quoi ? À ce moment-là, je crois que j'ai 7000 abonnés sur les réseaux sociaux. Je ne suis clairement personne et même encore aujourd'hui, je veux dire, je suis personne toujours, mais bon bref, j'ai quand même grandi ma petite communauté depuis. Et je me dis pourquoi moi ? Pourquoi ? Genre je comprends pas. Je contacte cette agence qui est mon agence aujourd'hui Adecrou que j'adore et que j'embrasse et que c'est grâce à eux que je fais tout ça aussi. Enfin en tout cas qui m'ont poussée à aller vers ce chemin-là. Et ils m'expliquent en gros influenceur, donc on pourrait faire des collaborations avec des marques et que eux en fait ils seraient là donc du coup pour présenter mon profil et bon je pense que vous connaissez le principe d'un influenceur. Moi, je ne savais pas du tout que ça existait, des agences d'influenceurs, je découvrais totalement. Et j'étais dans une phase où je ne savais pas du tout quoi faire. Je le fais. De toute façon, j'ai rien à perdre. Je signe donc à l'agence Adecrou en tant qu'influenceur et je deviens aussi auto-entrepreneur car je commence à collaborer avec des marques. Donc, je suis payée pour du coup parler de certains produits. Aujourd'hui, j'ai pu réunir une petite communauté de 15 000 abonnés qui me permet du coup voilà, de faire quelques collaborations avec des marques et franchement c'est génial. J'ai pu en fait grâce à eux découvrir un monde que j'aimais bien déjà, comme je vous ai dit, je suis pas mal d'influenceuses mais je ne savais pas en fait tout ça derrière et j'ai quand même toujours cet objectif d'être dans la mode, de faire de la couture, donc voilà je fais des collaborations avec des marques et grâce à cet argent que je gagne de temps en temps parce que c'est pas forcément tout en payé, des fois il y a du gifting. En fait j'étais retournée chez mes parents pendant le BTS. Donc cet argent que je gagne, je le mets de côté et j'en donne à mes parents pour les aider évidemment parce que je vis chez eux. Je me fabrique un jour un short en éponge et beaucoup de mes abonnés à ce moment-là me disent mais j'adore et j'en veux un aussi. À ce moment-là en fait quand j'ai eu plusieurs messages me disant qu'elles voulaient un short en éponge, je me suis d'un coup posé la question à me dire il faut que je fasse ça, il faut que je réponde à cette demande. Je me suis lancée dans la production de shorts en éponge et c'était donc en été 2020. Je pense que j'ai bien fait 50 shorts sans déconner, toute seule, à tout fabriquer, à tout monter, à tout envoyer, à tout expédier et tout est parti. Ah d'un coup je me dis ah ouais, quand même. Donc cette période c'était en juin 2020, pendant ce temps il y a le Covid, pendant ce temps moi dans ma tête je me dis pourquoi pas me lancer là-dedans, je vis chez mes parents donc eux ils commencent à entendre ça, ils se disent oula qu'est-ce que c'est, influenceur, création, couture, auto-entrepreneur, les mots qui font flipper en fait. Les parents sur le coup ils sont pas trop chauds pour ça, refait du coup une vente de sacs en mouton qui ont grave bien marché aussi. Pareil, je fais tout de A à Z, donc il fallait concevoir le patron, il fallait les fabriquer, il fallait, après j'ai fait toutes les photos, toutes les vidéos, en parler. Je fais ma petite entreprise et je fais tout. Donc je vous avoue, ça a été très compliqué. Donc je fais mes sacs, je les vends tous et arrive 2021.
Ok, c'est bon, je lance Mbérénice Création. Quelques moments dans ma vie en 2021 où c'est assez compliqué au niveau familial et au niveau argent aussi. Je suis un peu fatiguée, un peu de tout. De toute façon, on était encore dans le Covid. Et j'ai à un moment donné envie en fait de faire une grosse pause. Auto-entreprise, c'est très compliqué aussi. Je pourrais en faire une vidéo si vous voulez. Il m'a pas aidé du tout à créer mon auto-entreprise. On m'a souvent reproché de faire tout toute seule et d'être indépendante. J'ai écouté ces conseils-là parce que aussi pendant cette période-là, j'étais chez Pôle emploi. Donc ça aussi c'est un point à dire, c'est que j'ai toujours été chez Pôle emploi. C'est de m'aider, mais voilà, et la couture, la mode, ça les dépasse. Surtout que voilà, moi je vis dans une région, donc je suis en Provence bien campagne. Donc moi voilà, je suis avec mes parents. Moi si je pouvais être en ville, ce serait mon idéal. C'est une période pour moi qui est compliquée. J'essaye de me trouver, j'essaye de voir si tout ce que je fais actuellement ça marche. 2022 pour moi c'est la page blanche et cette fois-ci organisation, objectif. 2021, je me suis cherchée, j'ai pris du repos, j'ai réfléchi énormément pour pouvoir tout remettre en ordre dans ma tête et pour que 2022 je puisse avancer au maximum. Vous allez me dire maintenant, mais Bérénice, qu'est-ce que tu es? Je suis aujourd'hui auto-entrepreneur de mon entreprise personnelle, donc Mbérénice pour les réseaux sociaux et Mbérénice Création pour tout ce qui est vêtements, accessoires et vente en ligne. Aujourd'hui j'ai 25 ans, je vais sur mes 26 et je n'ai plus envie en fait de perdre du temps. Je trouve que j'en ai quand même beaucoup perdu, même si pas mal de personnes me disent mais Bérénice tu es jeune, tu n'as que 25 ans. Oui mais j'ai envie d'avancer, il y a des personnes qui sont bien plus jeunes que moi, qui sont déjà enfin indépendants. J'aimerais beaucoup le devenir, en tout cas 2023, commencer à sentir que je vais pouvoir devenir indépendante financièrement par rapport à mon entreprise. Le point qui est très compliqué, c'est que je suis toute seule à tout faire. C'est très très long. Financièrement, je n'ai pas d'aide. Je travaille pas à côté parce que je pourrais, mais je perds énormément de temps en fait par rapport à tout ce qui est création, à tout ce qui est développement, à tout ce qui est réseaux sociaux. Je ne peux pas travailler à côté, c'est trop de la perte de temps et je n'ai plus envie de ça. J'ai quelques aides pour les auto-entreprises, aussi des fois un peu d'argent, des collabs que je fais avec des marques. C'est de plus en plus rare. Je suis aussi dans un cercle où c'est pas forcément facile de rester focus et motivé dans ses objectifs et je sais qu'on est énormément dans ce cas-là. On est jeune, on a envie de voir loin, on sait qu'aujourd'hui avec 1200 € on ne peut pas vivre à part survivre. Moi je l'ai vécu chez Hermès, je ne vivais pas à part payer mon loyer, je n'avais plus du tout d'activité, je n'avais plus de vie sociale. J'ai envie de vivre de ma passion mais j'ai envie aussi que ce soit vivable. C'est très long, c'est très compliqué et tout mon possible pour rester focus, d'être motivée et c'est vrai que les réseaux sociaux m'ont permis en fait de créer une communauté qui a confiance en moi, qui croit en moi et ça c'est le plus important aussi, que des personnes croient en vous. Je vois que quand même beaucoup de personnes me soutiennent dans tout ça, donc c'est que tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, c'est que ça vaut quelque chose et que ça en vaut la peine je pense. Donc voilà, en tout cas 2022 je suis là à ce moment-là. La détermination c'est le plus important, la motivation et avoir des gens quand même, quelques personnes qui vous soutiennent, ça fait toujours du bien et les réseaux sociaux ça m'a permis ça, de trouver des personnes qui me soutiennent. J'espère que vous allez m'aider aussi à réaliser mon rêve et pouvoir enfin vivre de ma passion. C'est la fin de cette vidéo, je vais m'arrêter là sur mon parcours. J'espère que je n'ai rien oublié, j'ai tellement plein de choses à raconter sur mon parcours professionnel. J'essaye au maximum de synthétiser, sinon ça pourrait durer des heures et des heures. Et encore ça a duré des heures, mais je vais vraiment couper au montage au maximum. J'espère que ça vous aura aidé du coup par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, par rapport à ce que je vous montre. Mais en fait mon parcours c'est ça. Donc voilà, chaque parcours est différent, chaque personne est différente. Mais en tout cas si vous êtes déterminé, motivé, allez-y à fond et utilisez les réseaux sociaux au maximum pour trouver du soutien et trouver des personnes qui sont en accord avec vos idées. Il y aura une deuxième vidéo où cette fois-ci je répondrai vraiment à vos questions. Je mettrai une boîte à questions sur Instagram et je répondrai au maximum et ce sera vraiment sur tout. Ce sera dans le secteur de création, le secteur du marketing, ça pourra être vraiment de tout. J'essaierai de répondre au maximum à vos questions et par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que j'ai entendu et aussi des personnes que je connais maintenant qui travaillent donc dans le milieu de la mode mais pas forcément
justement dans mon secteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus.